Normalement, c'est bon. Bonjour à tous les amis. Du coup, on est sur le Hormescast, du coup numéro 10, je crois à peu près. Aujourd'hui, on a un invité de marque. On reçoit Samy, mon pote de Caen. Donc, le Salut. but le but de ce podcast, ça va vraiment être de présenter Samy, qui est jeune coach, mais qui aussi a un parcours d'athlète qui est assez intéressant à mon sens. Donc, ça me tenait à cœur de vous le présenter sur le podcast et ça peut donner pas mal aussi d'espoir à certaines personnes qui sont peut-être dans des phases de stagnation ou même qui débutent le powerlifting et qui trouvent que ça va pas assez vite. Samy, comme vous allez le voir à travers son histoire, c'est quelqu'un qui a eu une progression, vraiment, je l'ai rarement vu ça dans ma carrière de coach et dans ma carrière d'athlète. Même, moi aussi, j'aurais voulu avoir une progression comme la sienne. Donc, franchement, aujourd'hui, il va nous délivrer un petit peu ses secrets. Et voilà, tout simplement. Donc, Samy, je te laisse déjà te présenter plus Bah, globalement, pardon. moi, je m'appelle Samy, j'ai 22 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je suis inscrit dans un club de force, un petit peu moins. Et on va dire, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé la force et je commençais d'abord dans une salle commerciale. Et maintenant, ma pratique se globalise que en salle sur du calibré, en salle de force, une association sportive. Ok, donc toi, Et t'es de Caen, de quoi? toi, t'es de Caen, du coup. Ouais, c'est ça, à la Force Athlétique Cannaise et de temps en temps à Fitness Park pour le renfort, pour le bench. Avec la magnésie invisible. Ça, faut pas le dire. C'est le tips. Ok, ok. Du coup, tu peux présenter un peu comment tu as découvert le power? Enfin, qu'est-ce qui t'a mené vers ce sport-là? En gros, moi, après le Covid, j'ai surtout fait de la prépa physique pour le foot américain à Basic Fit, en salle commerciale. Et au bout d'un moment, moi, je me suis fait opérer de l'épaule il y a 2 ans et demi à cause du foot américain. Donc, il fallait reconstruire une bonne force et une bonne hypertrophie. Et au bout d'un moment, je me suis senti limité par le matériel de salle commerciale, haltère de 50 au coucher, etc. Et un jour, une personne m'a dit, bah, teste la force athlétique. Et le lendemain, j'ai été faire ma séance de test et voilà, tout simplement. Donc, Et c'était j'ai quelqu'un accroché dès le de début. la force athlétique caennaise qui t'a proposé? Je connais pas du tout l'histoire, moi, donc. Non, non, même pas. C'est une personne qui me voyait squat. Il m'a dit putain, t'as un potentiel. Je crois qu'il y a un club de force athlétique à Caen. Va tester. Franchement, tu vas être bien, on va dire. Bah, écoute, tu peux remercier ce gars-là, du coup, parce que Je sais pas c'est aujourd'hui. qui, hein. Ah ouais, tu sais toujours pas. Ok, ça marche. Non, non, je me rappelle plus du tout. Ok, du coup, c'était quoi les barres de base quand t'as commencé, on va dire, la première fois que tu t'es testé sur un max ou un truc comme ça? Je sais que j'avais eu 200 au terre par ego. J'avais eu 140 au bench. Je faisais beaucoup de bench pour la prépa physique. Attends, 140 comme ça, sans jamais faire Non, d'entraînement? 140, je faisais quelques une rep de temps en temps, comme la plupart des gens, ils faisaient leur max chaque semaine, j'en faisais partie à un moment. Sans la pause, 140, ça passait bien, je faisais des grosses séries à 100 kilos et tout. Non, j'avais une bonne base au développé couché. Et après squat, je crois que quand j'ai commencé vraiment à faire du squat, j'avais 160 et j'avais pas du tout la dep. J'étais vraiment en quart de squat, en flexion de hanche. Ouais, comme quoi, squat, entre guillemets, mouvement mauvais quand t'as commencé, a bien été rattrapé. Ok, Bon, oui. il y a des similarités du coup au niveau de l'amplitude, mais Ouais, mais ça, on verra la semaine prochaine. je suis taquin, je suis taquin. Mais ok, ok, nickel. Donc grosse base au niveau du bench qui va être confirmé plus tard, parce qu'aujourd'hui, du C'est coup, ton ça. max, il est estimé à 202, 205 à peu près. J'ai passé pour la première fois vendredi 200, je suis content, mais je Ouais, pense à peu près, vu comme elle passe, sans le facteur stress et peur de la barre, je pense ouais. 205 qu'elle passe, sans souci. Bah, à mon sens, ce qui va être le plus compliqué à gérer dans tout mouvement, c'est la phase de claque en compétition. Là où tu sync, forcément, tu as la C'est barre qui est un ça. peu plus De toute instable. Donc, façon, en compétition, je prends -5, -10, mais c'est voulu parce que c'est quand même, on arrive à des barres qui sont paliers, et je trouve que je progresse. Bah, on a vu avec Malik que je progressais mieux comme ça, quitte à faire un peu moins en compétition, mais la progression est quand même là. ouais, c'est ce que je dis souvent. Des fois, c'est bien aussi de s'entraîner, entre guillemets, pas au standard. Alors, je mets vraiment des Oui, guillemets, bien hein, sûr. dans le sens où, par moment, c'est bien de se confronter à des charges lourdes pour l'effet aussi compensatoire, un peu, quelque part. C'est à l'entraînement, je mets très, très lourd. Donc, forcément, ça aura quand même un effet positif pour la compétition, même si je mets plus léger. Après, faut aussi dans la demi-mesure. Enfin, faut pas s'entraîner tout Oui, le temps. faut ajuster, mais Bien sûr, c'est ouais. co- c'est comme, imaginons la première personne qui va passer ça à 100 kilos. Vaut mieux la passer pour moi, pas forcément avec une claque, mais pour que le facteur stress passe outre.
Je suis carrément d'accord. Genre, de toute façon, la plupart du temps, quand on passe un gros PR à l'entraînement, c'est pas la technique la plus pointilleuse généralement. Donc bon, Bien sûr, bien sûr. voilà, ok. Et du coup, c'est quand le moment où tu t'es dit, bon, là, il y a un truc sérieux à jouer. C'est dès le départ, dès ta première séance, ou c'est, je sais pas, genre il y a eu un déclic, quelque chose? Bah, en fait, il me fallait des nouveaux objectifs parce que faire de la prépa physique pour un sport qui est assez compliqué, sachant que je me suis fait opérer un an avant, c'est assez compliqué. Donc, trouver des objectifs, voir aussi le niveau France d'il y a 2 ans, donner envie, donner de l'accessibilité, même si c'est monté très très vite. Et du coup, ça donne beaucoup envie. Et vu que j'avais un niveau bench qui manquait à peu près 7,5 kg et les standards pour aller aux France de bench, ça donnait encore en plus envie d'aller à un niveau national. Ok, ok. Donc depuis que tu as commencé, ça fait à peu près combien de temps? Enfin, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça que tu fais de la Je me force? suis inscrit en fin décembre 2022 et j'ai commencé en recevant quand SBD avait ouvert leur premier site Ok. en France et j'ai acheté la SBD et je me suis dit bah vas-y c'est le moment de commencer. Tu t'es dit, vas-y, la caution de 250 balles. Enfin, je sais pas à combien c'était à l'époque les centimes, mais ok. 200. Elle était à Je 200. vois le délire. Ok, donc le delta entre tes premières, entre guillemets, tes premiers PR et aujourd'hui, c'est quoi, squat, bench, deadlift? Là, à l'heure actuelle, j'ai 272 au squat, 200 au bench et le point faible, hein, 255 au soulevé de terre. Donc vis-à-vis de combien au tout départ quand tu as commencé la force? De toute façon, j'ai eu ma première compétition un mois et demi après avoir commencé. J'ai eu 200 au squat. J'ai Ah, eu t'avais 200 au 100. squat un mois après avoir, Non, après avoir... non, quand j'ai commencé la pratique du squat, j'avais 160, mais j'avais à peu près 180 avant de commencer la force. Ok, ok. Ouais, ok. Donc 2 mois en 2 mois à peu près. Et j'ai eu 205 au soulevé de terre. J'avais passé 212, mais à plus cuisse. Mais je crois que j'étais là en plus à cette compète, il me semble. Mais C'était à ouais, Caen. oui, il me semble que j'étais là. Ok, ok, ouais, donc grosse évolution. Et Ouais, bah du pour coup, bah, l'anecdote, moi on m'a inscrit en 93, je pesais 101 kilos en fin décembre. On m'a dit, bah désolé si tu veux faire la compétition, va en 93. N'ayant aucune base de nutrition et étant suivi par des vieux de la salle, entre guillemets, des anciennes manières, bah j'ai perdu du poids en ne pas mangeant. on t'a conseillé de pas manger. Bah comment tu veux que je perde Après, autant? après, des fois, c'est la meilleure des méta, j'ai envie de te dire. Oui, mais je mangeais quand même, mais vraiment, je mangeais pas beaucoup. Je passais Ouais. le matin à la salle à faire du vélo et le soir, bah, je m'entraînais, quoi. Donc là, à ce moment-là, tu as commencé la force en 100, en 105, tu dis? Je pesais 101 kilos quand j'ai commencé. J'ai Ouais, perdu 8 kilos en 2 mois, à peu près. Un peu ok. moins de 2 mois. Ça t'a impacté ou pas, une grosse perte de poids comme ça? Ouais, Bah, je pense que j'aurais eu une meilleure progression, mais ça m'a donné aussi un objectif qui était aussi la perte de poids. Donc, sur le coup, c'était que du positif et ça m'a appris certaines choses. Et ouais. aussi, comment cut, quoi. Pouvoir s'entraîner en perdant du poids, c'est un truc à apprendre. Tant qu'on l'a jamais fait, on peut pas savoir. Ouais, c'est ça pour ton expérience pour le coaching plus tard, ça peut être toujours bénéfique, quoi. Et Ouais, du coup, c'est ça. aujourd'hui, t'es remonté en KT, donc là, tu t'es enfin dit, je mange et En gros, du coup, je suis resté 1 an et demi en 93. Et à partir d'un moment, j'ai fait une compétition horrible avec un mauvais cut et je suis passé ouais, chez une diététicienne. Et derrière, là, en discutant avec des potentiels champions en 105 au bench, et il m'a dit qu'il les faisait pas cette année. Donc, je me suis dit, bah, autant aller en 105, enlever cette frustration qu'il y a pendant quelques mois, me laisser manger ce que je veux, prendre du plaisir aussi à l'entraînement et hors de l'entraînement. Et Hmm. du coup, je suis passé totalement en 105. Je savais pas encore si je faisais 105, 3 mouvements et bench 93. Mais là, à l'heure actuelle, avec la progression, je reste en Ouais. 105 sur mon dernière année junior. Bah, clairement, là, on a vu ces derniers temps la progression, elle a up d'un coup avec la prise de poids, hein. Ouais, bah, il y a eu la prise de poids et surtout le stress d'être au poids, de pas pouvoir manger ce que je veux, étant un gros gourmand, donc Ah, ça aide tu pas, parles, tu parles à un converti, hein. J'ai passé presque 3 ans à rester bien dans sûr. une caté qui me mettait des patates. Donc oui, oui, non, je vois ce que tu Ça veux fait du dire. Et bien. forcément, il y a d'autres facteurs que la prise de poids qui aident. Mais ok, du coup, aujourd'hui, on va dire que tu as trouvé ta caté. Est-ce que tu te verrais monter plus haut ou 105, c'est bien?
Quand ils ont sorti les minima et que j'ai vu le plus 50 sur Ouais, les 105 et que les minima moins de 120 étaient un peu plus bas, je me suis dit, on verra. Imaginons si je suis trop juste, je dirais en moins de 120. Mais ouais. là, l'objectif sur la saison 2023, c'est 105. Et peut-être quand je passerai en open, je descendrai 93 en enlevant au maximum le gras. Ok, ça marche. Bon, bah, C'est là où je serai hâte de voir le ça. mieux pour tirer avec Malik. Ouais, du coup, là, ça tombe bien que tu parles de Malik. Du coup, Malik, c'est ton coach depuis à peu près un an, c'est ça? Bah, il a fait mon premier bloc juste avant les France de développé couché, où il me Ouais, manquait 5 kilos pour avoir les minima Europe. ok. Et donc, depuis, il me suit à chaque semaine, depuis. Ok, bah du coup, pour répondre à ma question, en gros, enfin, comment tu décrirais la méthode d'entraînement? Enfin, en quoi, depuis que tu as commencé le suivi avec Malik, ça consiste, genre tes entraînements? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Est-ce que ça a vachement évolué? Dis-moi tout. Bah, en vrai, ça a assez évolué. Il y a eu des montées en volume, bah, on a baissé pour tout ajuster et voir ce qui me convenait le mieux. On n'est pas encore à 100%, mais la personnalisation vraiment chaque semaine de me dire la semaine d'après ce que je dois faire comme charge, parce que Malik, c'est que des charges imposées, pas de RPE. Donc, imaginons que je suis RPE 5, bah, je suis obligé de faire RPE 5 et je peux pas monter. Bon, je vais pas le dire, des fois, première semaine de bloc, j'ai déjà mis plus 15 à une charge, alors que j'étais Oh, le dernier sur de la 6. classe. Ouais, mais au final, j'ai fini ce bloc avec un PR x3 plus 25. Et voilà, après, faut jouer, c'est des deux côtés. Mais on est resté assez, dans les entraînements, à peu près le même schéma depuis le début. 5 bench, 3 squats, 2 terres. On a essayé au tout début 3 terres. Ça a marché, oui et non, parce que au début ça allait, mais plus ça avançait, moins je tenais. Et voilà, on a essayé aussi deux squats, Donc, et je te franchement, coupe, là, ça m'a fait du bien. mais par rapport à ça, moi, de ce que j'ai pu comprendre, la méthode entre guillemets Malik, c'était te pousser très vite dans tes retranchements pour voir ce qui convenait, ce qui convenait pas, c'est ça? Ça dépend. Souvent, c'est des blocs qui ne sont pas prédéfinis, ça veut dire qu'on part d'une base et on augmente chaque semaine, chaque séance. Que ça soit le nombre de répétitions, le nombre de séries ou le poids, ou les trois, ou les deux, etc. Et au Tu bout peux d'un faire un moment, exemple concret pour qu'on puisse voir un petit peu sur le papier ce qui se passe? ok, bah du coup, on va commencer avec un x3 au squat. C'est, imaginons à 210. Semaine d'après, en fonction de mon RPE, il peut ajuster soit, pardon, un x3, 2x3. Soit il va ajuster en augmentant les poids, soit il peut passer à 1x3, 3x3, ainsi de suite. Monter, monter, monter. Jusqu'à, imaginons, même s'il met 7,5 kg chaque semaine, jusqu'à que j'arrive où je commence vraiment à fatiguer, où la difficulté elle est vraiment assez haute, où là, en fonction d'eux, il ajuste la semaine d'après, soit on deload et on passe au bloc d'après pour garder la dynamique, soit on va utiliser cet élan pour faire un mini taper et aller en fin de semaine sur des gros fois 1. Mais sur mes SBD, j'ai souvent, voire très souvent des fois 1. Sur 8 blocs, je crois que j'en ai eu 6 plus ou moins lourd, mais au moins j'ai eu cette régularité que je n'avais pas avant, d'avoir une bonne technique sur des fois 1, par le stress, par plein de choses. À l'époque, quand j'avais des fois 1, j'allais avec à reculons. J'avais peur des fois 1, Ouais, ouais. on a tous passé par là. Et bah, maintenant, j'y vais avec le plaisir, peu importe l'intensité, bah, je me fais confiance. Et ça, c'était un game changer sur l'évolution. Ok, donc de ce que tu dis, en gros, la méta, c'est euh, pousser les blocs très haut, C'est ça. aller chercher toujours quelque chose de très spécifique, donc le fameux x1. Et sur toi, ça marche plutôt bien. Il n'y a pas cet aspect de genre je casse la dynamique à chaque fois toutes les 4 5 semaines. C'est pas. Non, Est-ce que tu sens une continuité entre chaque bloc ou justement le x1, des fois, il te fait repartir un peu, enfin, trop doucement, tu vois? Parce que c'est ça en un peu le fait, risque généralement. ça dépend parce que souvent mes blocs sont assez longs. Ça veut dire que derrière mes gros fois 1, ma dernière grosse séance, j'ai toujours le même bloc, mais plus léger. Ça veut dire qu'on est vraiment monté, hop, on descend en gros deload. Et ce n'est pas la première semaine du bloc d'après le deload, mais la dernière semaine, on va dire. Donc ça veut dire que le bloc d'après, on commence assez léger et ça fait limite presque 2 semaines de deload, voire trois en fonction du niveau actuel et de la prise de force. Ok, donc c'est ces 3 semaines à peu près où tu vas vraiment chercher à créer de l'élan et il y a allez, 2 3 semaines où vraiment tu piques entre guillemets et tu montes très vite quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que première semaine, on est légère. Sur 3 semaines, on va faire une croissante.
4 semaines si je suis encore assez haut et assez fort, on continue. Ou sinon, petit taper pour faire les gros fois 1. Et dernière semaine de bloc, on deload. Donc, Ok. franchement, l'élan est assez cool. Je prends du kiff parce que j'aime bien l'intensité et emmagasiner du volume. Et c'est pour ça que j'ai choisi Malik et ça se passe super bien. Mais aussi, on a fait, juste après la compète en juin, on a fait un bloc beaucoup volume. On avait un objectif qui n'était pas dans la lancée, on va dire, du bloc. C'était des AMRAP. Et où j'avais jamais fait de AMRAP, même au RPE. Et j'ai quand même sorti un 220 x 7 au Ouais. squat, alors que j'avais un max à 235 en compète. J'avais jamais passé plus 5 semaines avant. Donc ça a donné un très grand élan. Après, il y a eu 5 kilos de poids de corps en plus. Mais franchement, c'était top. Et qu'est-ce que tu ressens en fait concrètement? Parce que moi, quand je vois ta progression, je me dis, en fait, le mec, il est inarrêtable, tu vois. Genre, il met PR sur PR à chaque grosse séance, entre guillemets. Est-ce que tu ressens ce truc de, ok, là, j'arrive, je suis vraiment pas serein? Parce que moi, tu vois, genre, au bout d'un certain moment, forcément, j'ai senti ce plateau en mode, je me voyais pas, ouais, mettre 5 à chaque fois, 10 kilos en plus. Et, tu sais, mentalement, mais même physiquement, est-ce que toi, tu ressens un truc? Genre, le truc de, ouais, je suis inarrêtable. Après, je fais tout de mon côté pour. Je suis kiné. Maintenant, après nutrition, j'ai arrêté avec la diététicienne. Je me connais, et je sais comment je fonctionne. Et je sais quand je peux me faire plaisir, quand je dois me restreindre, etc. D'où les compétitions. Mais franchement, je n'ai plus d'appréhension sur les PR. J'ai juste hâte de, vu que c'est des charges imposées, montrer que c'est super facile et qu'on doit créer une semaine de plus. De toute façon, mon but en tant que pratiquant, c'est vraiment que le bloc le dure le plus longtemps. C'est-à-dire que j'ai progressé le plus possible et que souvent, je me retrouve, souvent, mais en semaine 3 déjà PR. Et il me reste 3 semaines derrière à continuer sur la croissante. Donc, c'est cool. Mais niveau plateau, c'est compliqué. Honnêtement, c'est assez compliqué. Sachant que j'ai mes athlètes qui tirent dans les mêmes plateaux que moi, donc je dois les regarder, entre guillemets, même si c'est pas moi qui gère leur match. Après, c'est un prix à prendre, mais c'est agréable et stressant, on va dire. Ouais, j'ai vu que tu avais un petit peu plus de mal en compétition. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise gestion de la hype? J'avais une mauvaise gestion de la hype. Je m'ai jamais mené mon stress dans la hype. Après, derrière compète 9 sur 9 avec entre guillemets que des PR égales, donc c'était cool. Donc maintenant, je sais me gérer, me Ouais, comprendre aussi, savoir comment je me sens dès la chauffe. Et de toute façon, en compétition, le but, c'est pour moi de faire le plus gros total avec le moins d'échecs. Comme ça, on casse pas, imaginons une dynamique à faire un grind RPE 25 pour ouais, lâcher à la la fin du méta 9 mouvement. sur 9. Ouais. C'est ça. Ok, Moi, je suis plus là-dessus. ok. Bah, c'est vrai Après, qu'avec on verra. l'expérience, je suis de plus en plus tenté, pardon, de programmer entre guillemets des plans de match à mes athlètes qui visent un 9 sur 9 et non pas un PR en troisième barre ou je ne sais quoi. Ce que j'avais tendance à faire pour faire plaisir à l'athlète, mais il y a un Bien moment, sûr. les chiffres sont pas les mêmes à la fin. Donc, Bien sûr, entre prévoir un 9 sur 9 avec, imaginons, PR total -5 et prévoir des PR et se retrouver avec un PR total -15 parce que la personne a loupé par stress, faut doser. Mais il y a aussi le côté plaisir qui est assez compliqué aussi à doser. c'est une question d'objectif, encore une fois. C'est ce que tu vas en compétition pour améliorer ton total de comp en comp ou alors si c'est juste pour Bien sûr, éclater des RPE 10, ça bien discute sûr. avec son athlète, effectivement. Ok, Mais, ouais, dis-moi. arriver en compétition pour aller PR, pour moi, plus l'athlète est suivi, plus il va loin dans les entraînements, etc., plus c'est compliqué, je trouve. Le Perdre but, en c'est vraiment. compétition, tu dis? Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que le problème, ça veut dire que si tu perds en compétition, pour moi, ça veut dire qu'il y a de la marge, et ça veut dire que cette marge-là n'a pas été assez utilisée à l'entraînement. Ah, je suis pas forcément d'accord sur ça, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, Mais par moment, tu vois, il y a des philosophies de coaching comme la mienne qui justement cherchent à toujours garder cette dynamique et jamais là. Moi, je la casse de moins en moins. À l'époque, j'avais tendance à faire beaucoup de singles, toutes les, je sais oui, pas, 3 blocs à peu près. En fait, je me rends compte que au plus t'en gardes sous le pied, au plus, entre guillemets, tu retardes ce moment où tu vas aller confronter ce RPE 10, bien sûr. au mieux, tu peux te sentir mentalement et même physiquement, etc. Mais je vois ce que tu veux dire hein, dans une philosophie où, comme Malik fait avec toi, où en fait, t'arrêtes pas le bloc tant que t'as pas atteint, entre guillemets, ta limite. Je suis carrément d'accord avec toi. Après, C'est c'est parce que j'ai 2 ans de pratique, mais une personne qui commence, elle va payer en compète, et c'est son but premier, c'est de faire des grosses barres en compétition.
Ah bah, C'est c'est ça. sûr que généralement, ouais. De toute façon, bon, l'athlète qui a pas payé en compétition, généralement, il remet vite toute sa vie enfin, le débutant, il remet toute sa vie en question. Donc, tu as intérêt de le faire pair quand quand t'es coach. Bien sûr. Mais Mais après, il y ouais, a ouais. la philosophie de l'athlète de j'ai loupé des barres, je suis trop nul, c'est mort. Que ce soit pendant la compétition ou après la compétition. Relancer ce moral de hargne, d'aller devenir de plus en plus fort, ça dépend des athlètes. C'est pour ça que moi, je joue beaucoup sur le momentum et vraiment cet aspect de progressivité et ne pas confronter tout le temps l'athlète, surtout l'athlète stressé, à des barres potentiellement loupables parce que tu peux être sûr que tu le ramasses à la cuillère à chaque bloc sinon. Encore une C'est fois, je pense que Malik a trouvé la bonne méta avec toi. Et ouais. bah, pour les personnes qui nous écoutent, forcément, ce ne sera pas forcément la méta qui sera conseillée à vous tous. C'est une méta comme une autre, quoi. Mais du coup, toi, en tant que coach, est-ce que tu donnes une barre et après une fourchette de barres sur la deuxième et troisième barre ou les barres sont prédéfinies? Sur un plan de match? Ouais, Bah, généralement, je mets première, deuxième, troisième barre. La première, c'est la barre imposée, ouais, à c'est part ça. si pendant l'échauffement, il y a un gros pépin. La deuxième, généralement, elle est là pour assurer quelque chose. Je sais pas, elle est là pour assurer un podium, une qualif ou je ne sais quoi. Le but du jeu, c'est quand même d'arriver sur une troisième barre et cet aspect plaisir en ton compte. Donc la troisième barre, ça va être, je t'en mets une au cas où, tu vois, en fonction de tes ERM, de ce que tu m'as sorti en fin de bloc. Mais bien évidemment, ça va se discuter. C'est là où le coach va jouer le match, quoi. Mais Bien c'est la sûr, première barre, c'est la seule barre, c'est imposée, c'est la première. Enfin, et bien toi? sûr. Bah, pour moi, la première est obligatoire, mais souvent je veux un 3 sur 3 au squat parce qu'une barre loupée au squat, j'ai eu beaucoup d'athlètes qui ont perdu leur confiance en arrivant au bench et du coup bah, qui ont loupé leur bench, que ce soit dès Ouais. la deuxième barre, et du coup bah, ça implique le terre. Pour moi, lancer une compète, c'est trois mouvements, mais pour moi, trois barres de squat, c'est presque obligatoire, on va dire pour une bonne dynamique. Après, ça dépend de chacun et bien sûr, il y en a qui vont vouloir chercher toujours plus et c'est assez compliqué à cadrer. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, le squat, c'est vraiment le mouvement, entre guillemets. Tu as envie que ça se termine pour lancer ta compète, généralement, Exactement. de ce que j'ai pu voir, et j'en fais partie, hein. Donc c'est vrai que c'est bien de revoir un peu le plan de match à la baisse pour lancer une dynamique de compétition et pas te retrouver sur ta première barre. Parce que j'ai déjà connu ça, moi, des athlètes où bah, on était plutôt serein, etc. La première qui passe pas parce que manque de depth, du coup tu te retrouves en sueur. La deuxième c'est chaud et bref, le plan de Bien match sûr. il est totalement ouais. Donc C'est c'est pas bien agréable. de ouais c'est ça, bah, Ou clairement. même, j'ai grind RPE 10, j'ai loupé ma barre, je suis nul, j'ai mal au lombaire, j'arrive pas à compter, j'arrive pas à faire mon terre. Ça arrive très vite. Ouais, et le mot qui revient en tête, genre, ah, je vais buller, tu sais, t'as loupé la première barre, c'est la fin du monde. En vrai, je comprends, genre, ça avait peur, mais c'est Je vrai suis que, passé par là, c'est assez compliqué, mais tout se passe dans la tête. ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, si à l'entraînement, t'as réussi à faire la barre facilement au standard, il y a un moment, tu peux très bien le refaire sur le plateau, quoi. Oui. Mais, ouais. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au format enfin, que Malik incrémente de semaine en semaine, par exemple, sur ton x1, il va te commencer la semaine 1 avec je sais pas, un x1, par exemple, le squat à, je sais pas, de 10, la semaine d'après de 15, et en fait, il va pousser ce x1 jusqu'à que tu sois à ton max, ou c'est les autres formats qui va pousser, genre les straight sets, les choses comme ça? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Je sais que les fois 1 prennent beaucoup plus en poids en incrémentation pour que ce soit eux les facteurs limitants, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, imaginons, je me suis retrouvé très lourd sur une série en semaine 5 où il va devoir adapter ça pour continuer le bloc ou commencer directement à deload. Ok, Donc, donc ouais, ça ça va être dépend. généralement le x1 qui va driver le bloc quand même, Ouais, et non pas souvent, un oui. 4x6. Bah non, franchement non. Souvent, bah, j'ai ma séance du mercredi, c'est la séance tertiaire squat bench. C'est souvent du volume, donc j'ai pas trop d'intérêt à monter très lourd là-dessus, on va dire. C'est souvent des fois 5 fois 6 en comp pour vraiment emmagasiner. Et après, les autres séances secondaires seront secondaires, quoi. Ils sont là pour faire quand même du lourd, mais vraiment travail technique et de prise de force sur le long terme. Et c'est des formats que tu gardes de bloc en bloc, mais que tu incrémentes. Genre, par exemple, la semaine 1 du bloc 1, c'était 2,12. La semaine 1 du bloc 2, ça va être 2,15. Genre, ce sera un format comme ça, à peu près. Ouais, après ça dépend, mais souvent là pour l'approche de la compétition, le lundi j'avais du squat, j'avais des fois 3. Donc j'ai commencé avec un 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3. Je me suis retrouvé à la fin du coup de mon picking avec des 5 fois 3. Pas forcément super lourd,
mais avec toutes les autres séries que j'ai eues d'autres jours, ça a quand même taxant. Mais à côté de ça, bah, j'ai eu des x5 le mercredi, les x6 le mercredi. Et plus on avançait, pareil, plus on montait en nombre de séries. J'ai fini avec, du coup, 2 semaines avant, je suis passé en 5 répétitions et j'ai fini sur des 5x5. Donc ça fait déjà 10 séries de squats Ouais. à la fin du picking. Mais derrière, j'ai quand même eu un gros foin lourd, même s'il est passé bien et que j'aurais pu monter, je préfère assurer les barres que me confronter à l'échec À l'échelle. dû à la fatigue, etc. Donc avec cette méthode, je suppose que tu commences à connaître un peu tes semaines de picking, là où tu commences à rentrer dans une phase de picking et où tu vas performer. Oui, bah après la performance, je suis très, bah en fait j'arrive à me concentrer que ce soit sur du lourd ou du semi-lourd ou du léger, de la même façon. Donc au final, je mets la même importance, mais je le sens directement dans mon corps ou dans ma technique aussi, qui se dégrade au fil des semaines. Donc D'accord. Ah, ça se dégrade. Toi, ta technique se dégrade au fil des enfin, semaines, c'est pardon. pas la technique reste plus ou moins la même, mais c'est surtout la concentration à amener la même technique que j'ai, où je dois de plus en plus penser à ce que je dois faire, plus le bloc avance, on va dire. D'accord. C'est bizarre à expliquer, mais imaginons une semaine 1, bah, en fait, naturellement, mon corps il va faire la même chose. Mais semaine 6 où j'ai eu 12 séries de bench et qu'on est que le mercredi, bah, mon corps il va devoir penser à rétracter ses scapulas, etc., pour se remettre en position de force parce que l'esprit est fatigué, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est plus le volume et l'intensité augmentent, plus l'esprit commence à partir ailleurs, de par. Enfin, c'est un mécanisme un peu de survie. Hein, c'est C'est ça. quand t'es sur ton 6x6 au squat, au bout d'un moment sur la quatrième, tu coupes un peu le cerveau et tu pousses quoi. Et du coup, tu te retrouves à faire un peu de la merde techniquement. Donc, tu vas Ouais, donc péter un tu peu. Ouais. dois refaire derrière sur la 5 et sixième série, bah, Ouais. tu Ok. retravailles ça. Ok. Et du coup, toi, c'est ta philosophie de coaching, ce que Malik propose, ou alors tu t'en inspires, mais c'est quoi ta Pas méta à toi? Pas forcément. Franchement, la méta, c'est souvent une séance principale. En fonction des athlètes, ça peut être un SBD ou souvent, j'essaie de dissocier sur le SBD, ne pas forcément avoir un gros terre, surtout chez les filles, parce que emmagasiner squat lourd, bench lourd, ils arrivent au terre, ils sont assez fatigués. Donc j'essaie de dissocier et en fonction des semaines, ajuster ce que la personne, bah, comment elle réagit. Par rapport au SBD, quand tu dis que tu dis ceci, c'est parce que tu as tendance à avoir un SBD et des gros back-off, avec des top 7 et des gros back-off, ou alors c'est un SBD où tu te concentres uniquement sur, ok, c'est le jour lourd, entre guillemets. Souvent, je le mets en jour lourd. Et du coup, en fonction de l'athlète, soit il va avoir ses 3 mouvements lourds, soit je vais ajuster. Je sais que moi, j'ai un athlète, il a une série de squats le vendredi sur son SBD. Et après, directement, bench et terre pour pas trop fatiguer. Et derrière, il va avoir un quatrième squat le samedi après-midi pour emmagasiner du volume. Que si Ok, je lui avais ouais, mis en back-off, ouais, tu étales le volume de la personne sur la semaine et pas. Ouais, ok. c'est ça, parce que si je lui avais mis ses back-off derrière sa grosse série, bah, le problème c'est que arrivé au bench, il est déjà très fatigué, il a du mal à ponter et être dedans, et du coup arrivé au terre, bah, la fatigue arrive trop vite. Ok, ça marche. Ouais, c'est intéressant de faire ça parce que justement, ouais, le format SBD, il a vite ses limites, j'ai l'impression, C'est ça. avec ce genre de format, et que moi j'aime bien parce que en soi, je suis pas fan d'avoir par exemple 5 jours d'entraînement, etc. Ou alors entre guillemets 4 fréquences squat parce qu'en soi ça fait beaucoup de stress mécanique, même si le volume est lissé sur la semaine, on va dire qu'il y aura quand même des interférences de séance en séance par moment. Et du coup, bah, au plus je concentre une séance enfin un mouvement dans une séance, au mieux c'est, mais je suis d'accord avec toi. Avec l'expérience, j'ai tendance à voir que la plupart des athlètes en fait arrivent complètement morts sur leur deadlift quand il y a eu un squat top 7 back offset et un bench top 7 back offset en lourd quoi. Mais après, ça dépend des athlètes. Je sais que même le SBD, le jour du SBD est très important chez l'athlète. Je sais qu'il y en a qui sont très bons en début de semaine, mais qui doivent s'entraîner lundi, mardi, mercredi. Donc c'est compliqué de structurer un SBD, sachant qu'une compétition arrive, etc. Même juste parce que la personne veut un SBD. Donc mettre en corrélation le SBD, l'envie de la personne et ce qu'elle peut faire, c'est assez compliqué et c'est sur du long terme que à force d'essayer, à force de comprendre l'athlète, on arrive à mettre en place. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et c'est intéressant, c'est quand tu dis il y a une personne qui est plus en forme en début de semaine, tu penses que c'est lié à quoi? C'est lié justement à sa fin de semaine qui fait qu'elle surcompense en début de semaine ou Pour parce que moi, c'est généralement, moi, je prog en fin de semaine pour amener cette surcompensation. Genre le lundi, entre guillemets, l'athlète va mal se sentir, puis on crée une dynamique pour le samedi. Ou... pour moi, ça dépend des athlètes. J'ai un athlète qui court à côté pour des marathons. Ouais, Et je sais que derrière, si je me mets un SBD un vendredi ou un samedi et qu'il recourt derrière, sachant qu'il est toujours en forme le lundi, c'est assez compliqué. Donc on a essayé de structurer ces grosses séances par rapport à ces courses. Et ouais, que ok. du coup, bah, en fait, il se retrouve avec un SBD le lundi, plus de la course, plus entraînement le mardi, plus entraînement le mercredi. C'est assez compliqué à gérer, mais au final, on fait que de PR, donc c'est cool. Et il court de mieux en mieux, etc. Ok, ouais, donc comment dire, c'est de l'individualisation vis-à-vis de ses propres, comment dire, ses propres besoins et ses propres C'est ça. interférences liées à son sport. Ouais. Ok. Mais pour moi, c'est une personne sur deux. Il y en a, ils se sentent mieux en début de semaine. Pas en mental, c'est la mentale qui les guide, ou d'autres en fin de semaine, mais en fait, il faut juste essayer et leur prouver le contraire. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, toi, la plupart de tes athlètes, tu les as en présentiel. Ouais, C'est des gens de ta salle, donc tu peux avoir ce contact un peu plus, comment dire, euh, tu peux aller un peu plus en détail et mieux connaître la personne, donc les pousser un peu plus, alors, enfin, au niveau de la confiance, etc. c'est ça. Bah, du coup, vu que je m'entraîne en même temps, je peux les aider sur la concentration, même la confiance. Ouais. Samy, est-ce que tu peux me parer? Est-ce que tu peux me dire si c'est bien, etc. C'est du plus, mais derrière aussi, dans ma pratique, ça peut être du moins parce que derrière, je Ouais, suis c'est pas ce que j'allais forcément te plus demander, ouais. concentré. Faut doser les deux. Là, sur mon dernier SBD vendredi, j'ai envoyé un message sur le groupe de mes athlètes pour leur prévenir que j'avais ma grosse séance et que j'aimerais juste être un peu plus tranquille. Mais là, aujourd'hui, bah, je vais m'entraîner avec eux, ça va être top. On va discuter de leur compète, Ouais. du futur. Faut juste trouver des moments où tu as juste besoin d'être tranquille et de t'entraîner et leur montrer. Parce que s'ils ne le savent pas, bah, ils vont prendre de plus en plus d'échanges avec toi et ça risque d'être compliqué sur le long terme. Ouais, bien sûr. Surtout que je sais pas trop c'est quoi, entre guillemets, ta charge de travail par semaine, mais quand tu vas arriver vraiment sur un full-time coaching, le moment où tu t'entraînes, ça sera, tu sais, le moment, un des rares moments où tu es hors du coaching, tu vois. Et Bien si, sûr. s'il y a cet aspect des athlètes, etc., qui te les citent, ce qui est normal, parce qu'individuellement, ils vont pas avoir l'impression de déranger, tu vois. Ça fait une grosse charge de travail et tu sors plus vraiment du cercle vicieux du Bien sûr. coaching, quoi. Ouais, bah après, je sais que en fait mon temps de travail aussi, c'est pendant que je m'entraîne. Que Ouais. les, je dois parer les gens, les regarder, etc. Ils viennent de me montrer. Mais ça me dérange pas forcément sur ma pratique. Ils savent que si j'ai mon casque, c'est que je suis concentré. Donc Ouais. en fait, il faut arriver à avoir une casquette de je suis concentré et une casquette où vous pouvez venir, on va dire. Ouais, en Limite, gros, tu mets tes écouteurs. bien sûr, c'est limite, il faut un feu vert et un feu rouge en mode occupé ou non. Mais franchement, c'est cool parce que ça donne de l'envie. Ça montre aussi comment on s'entraîne aux autres, la discipline que j'ai ou même l'envie de travailler et quand on se remet en question, etc. Donc, ça peut aussi, en termes d'image, c'est cool. Ouais, bien sûr, je suis coach, mais je montre l'exemple parce que, comment dire, je ne peux pas me permettre d'être coach en te disant fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais moi-même, quoi. Ouais, c'est Typiquement, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bah, beaucoup. ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça le problème, c'est que quand on a, en fait, et c'est ce que je peux comprendre. Moi, j'ai pas mal de collègues coachs qui ont pu rencontrer ça, et même moi, à certains moments, c'est le truc de t'es tellement pris par le sport, t'es tout le temps dans le power qu'en fait, ça commence un peu à te pas te Dégoûté. dégoûter de ta pratique, mais ça met un écart entre toi et ta pratique. Et en fait, ça, faut réussir à dealer avec parce que forcément, quand tu es coach et que tu es ancré dans le truc, en fait, tu dois plus rien à personne. Quelque part, ton système, il va avancer. Il y a pas mal de Mm. coachs qui ont arrêté de coacher d'ailleurs. Mais pour moi, c'est essentiel de rester dans le sport. Je parle pas de faire forcément des compétitions tous les 4 matins et être champion du monde, mais avoir le pied dedans quand même pour ne Bien pas sûr. oublier qu'est-ce que c'est que d'être athlète et avoir cette pédagogie. Genre, par exemple, je sais pas, ton athlète, il a une galère et tout. Moi, je vais te donner un exemple. Typiquement, j'ai fait de la grosse merde c'était même pas la fin de mon bloc, mais là, je recommence un bloc pour Oui, te dire. j'ai vu le terre.
Bah, gros, semaine d'après, je loupe 2-10 au squat alors que c'est mon quatrième, tu vois. Mais bref, en gros, j'étais Ouais, cuit. Et moi, ça m'arrive jamais de louper un bloc ou même une séance. Je suis toujours conservateur, etc. Et là, ça m'a mis un coup au moral. Et en fait, je me suis juste dit, bien bah, sûr. j'aurais arrêté de m'entraîner. J'aurais, entre guillemets, pas vraiment su ce que ça fait. Et du coup, bah, maintenant, mes athlètes, ça me donne une piqûre de rappel que quand mes athlètes vont pas bien, ok, bah, il doit ressentir ça à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois lui dire à ce moment-là, etc. Ouais, c'est Et, ça. et même, j'ai l'impression que dans ton coaching, pour avoir déjà du client et même pour créer quelque chose, faut que ça s'incarne, tu vois. Genre que Bien sûr. ton athlète il puisse s'identifier quelque part à toi. Bah, c'est ce que proposait Malik. C'est par rapport à, je sais qu'il avait fait pendant je sais pas combien de temps, il s'entraînait le soir, puis le matin, etc. Il faisait Ouais. 2 séances par semaine et ça fait une image. Parce que si on est, imaginons que je suis juste coach sportif et je m'entraîne comme tout le monde, bah en fait, on se démarque pas des autres. Et c'est ça qui est important, je trouve, dans le marché en 2024. Ouais, après, bien sûr, faut doser, tu vois. Genre, Bien sûr. ouais, moi, mon peu de temps libre que j'ai, c'est pour l'entraînement. Et si je me rajoute, par exemple, ouais, si je me fais, je sais pas, allez, je m'entraîne 7 sur 7, SBT tous les jours, je sais pas quoi, T'as je peux plus te le jurer, temps. je suis mort dans un mois, tu vois. Mais, Oui, après, ça dépend de ton temps de travail, de ton temps ouais, aussi et loisir. ton taux d'implication dans ce sport. Généralement, quand tu veux être bon coach, bah, c'est comme, je sais pas, les athlètes hybrides. Ils feront plein de sports, ils seront Bien moyens dans sûr. tous les sports, tu vois. Moi, Exactement. je vais être le meilleur dans mon coaching, je vais être le meilleur pour mes athlètes. Donc, forcément, par exemple, cette année, là, je vais aller chercher les minima de ma KT en début d'année parce que je vais faire une compétition. Je te persuadé que je vais pas pouvoir faire les France cette année parce que genre justement je vais Faut prioriser le je sais faire pas ça. le passage d'un athlète bah, le passage d'Oscar en C'est ça. 83 ou donc Là, ouais ouais. Bah, du coup, on a eu la date, hein, c'est le 8 février, les régionaux. les ouais du coup ouais, j'ai envoyé le On message sait pas encore si c'est officiel, je te redirai ça, mais en gros, ils ont décalé la fin des minima jeunes, qui était de tout début février. Et du coup, ils ont décalé pour pouvoir d'une ah ouais semaine. ok Parce oui ouais, que c'est fin février, il y a les France de développé couché, donc ils n'ont pas le droit de faire d'autres compétitions. Et ça aurait pu être que avant, sauf que le week-end avant, c'est Sheffield, donc beaucoup ne pouvaient pas aussi. ouais ça aurait été chaud pour parce qu'il y a ouais, il y a les France belges donc mais ok ok ça marche est-ce que dans ta pratique personnelle genre il y a eu des vrais moments de doute en mode explique s'il y a eu des choses qui Bah, ça te parle. du coup, j'ai commencé en décembre, février, j'ai eu ma première compétition fin février, et derrière, j'ai jamais eu un aussi bon niveau sur le moment. Sauf que bah, par rapport à des choses qui n'ont pas dû être faites, je me suis blessé. Voir le kiné, l'ostéo se faire manipuler, squat le lendemain matin avec pas les bonnes chaussures, bah, je me suis blessé à 70 ou 120 au squat. Mais du coup, bah, pendant 4 5 mois, je n'ai pas progressé. J'ai du squat en chaussures de squat, je déteste ça. J'ai dû faire du sumo, je déteste ça. Et du coup, j'avais eu. Il s'est passé quoi exactement mécaniquement Là, à l'heure actuelle, je sais pas exactement. C'est pour moi je sais pas, une élongation bah, dans une zone lombaire. Je ne sais même pas c'est quoi le muscle parce qu'on me disait tout le temps des trucs différents. Ouais, Donc, honnêtement, peut-être carré des lombes. Ça était ouais, surtout carrément. sur un côté, donc ça peut y jouer. Et pendant 4 5 mois, j'ai pas progressé jusqu'en octobre derrière. Donc pas de PR, hors le bench où j'ai pu faire ma qualif France bench. J'ai quand même fait les France universitaires 3 mouvements où j'ai pas PR au squat, pas PR au terre. C'est pas agréable, sachant qu'il y a eu 4 mois entre les deux. Donc T'étais pas coaché par Malik à ce moment-là? non, j'étais Non. par l'ancien coach de la salle Ouais. et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et maintenant, j'aurais géré mieux parce que je suis entouré d'une autre manière avec spécialiste de santé, etc. Mais sur le moment, c'était compliqué. Et Et du coup, faut s'accrocher. c'était quoi ta philosophie par rapport à ça, justement? C'était quoi tes pensées au quotidien? Genre, ouais, je peux pas m'entraîner comme je le voudrais, etc. C'était quoi? Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté? Tu t'es dit, bon, bah, je vais me tourner vers autre chose. Euh, T'as remis Bah des choses après, en question? déjà, juste après la première compétition, je savais que j'aimais juste m'entraîner. Peu importe si il y a des PR, Ouais, si parce je que tu as été regresse, privé de etc. ça. Parce que tu as Ouais, été mais privé de l'entraînement et du coup, tu t'es rendu compte que, bah, en fait, juste le fait de s'entraîner, c'est un luxe.
C'est ça. Même si j'avais pas les bonnes chaussures, même si j'étais obligé de faire du sumo, bah en fait, juste le fait de s'entraîner et de s'entraîner en force, ça me procurait du plaisir. Donc, je ne pouvais que continuer, on va dire. Ok, donc toi, t'as pas eu ce truc, mindset un peu défaitiste, genre, ouais, Bah, on est tous passés par là. ouais, mais Oui, tu et t'es pas accablé sur ton sort en mode, t'as fait t'as fait ce qu'il fallait faire. Comme tu dis, t'as fait du sumo alors que t'aimes pas ça, t'as mis les drops parce que t'as trouvé des solutions, quoi, t'as agi. en fait, le souci, c'est que je contournais le problème et que le problème était toujours là. Et au bout d'un moment, je me dis, bah, en fait, il faut juste soigner le problème parce que ça fait 6 mois que quand je m'échauffe au squat, ça me tire le dos. Et Ouais. c'est comme ça que géré le problème, c'est en allant directement vers ce problème. C'était Et quoi, j'ai du coup, gagné du temps. enfin, la solution? Bah, la solution, c'était juste déjà boire de l'eau, marcher, s'étirer, faire de la mobilité et pas en fait, oh, t'as mal au dos, bon, bah, je vais te mettre plein de renforts d'eau et en fait, au final, tu te retrouves fin de semaine où ton dos il est mort, tes lombaires sont morts et que en fait, tu surcompenses. Ouais, trop en faire, en fait. C'est ça. En fait, le truc, c'est bah, déjà 2 séances de terre. Si on rajoute 4 séances, 4 renforts lombaires et ischio-fessiers, mais en fait, au final, bah, on surfatigue le souci et ça revient pas forcément. Parce Parce que t'avais que, encore 2 séances de terre alors que tu pouvais pas terre mm, correctement? Ouais, ouais, ok. bah oui, il n'y a pas eu de réduction du volume. Enfin, compliqué. Honnêtement, période assez compliquée, mais au moins le développé couché a beaucoup pris. Beaucoup, Bah, logique, ouais, j'ai pris t'as pu. que 13 kilos, 12,5 kg ouais, un peu plus 15 kilos en l'espace de 4 mois, qui est déjà bien, même s'il est à peu près la même progression cette année en termes de temps. Mais sur le coup, ça fait quand même du bien. Ok. Ok, ok. Donc, ce que tu dirais à quelqu'un qui souffre d'une blessure ou d'une douleur, c'est genre déjà adapter son quotidien s'il y a des choses qui vont pas, mais c'est surtout communiquer avec le coach pour trouver aussi une cohérence s'il n'y a pas de cohérence dans l'entraînement vis-à-vis C'est des ça. douleurs, etc. Après, on parle de douleur incapacitante de plus de 1 mois, hein. On parle pas de ta Oui. douleur que tu as eu pendant 3 jours. Ah, parce qu'il y en a, vas-y, J'ai mal au là, coude. non, mais j'ai eu un message hier, enfin avant-hier, j'étais là en mode, enfin, le message c'était la fin du monde, alors que c'était genre juste une petite, tu sais, une contracture au dos, je sais pas quoi. Bien J'étais là, mais sûr. chef, plan d'action, tu mets ça en place et dans une semaine c'est réglé, tu vois. Mais les gens ils aiment trop s'accabler alors que, vas-y, Bien arrête. sûr. Mais ce que je donnerais aussi, c'est prendre un kiné en suivi. Un bon kiné, Euh, parce que les kinés oui, bien bancaires, sûr. on vous voit là. Ouais, c'est pas juste on te met des électrodes, on te masse un peu et Non, au non, non, revoir. non, attends, t'es sympa avec les électrodes. Non, la FA, c'est pas un sport qui est fait pour toi, Oui, ça va te blesser. Moi, la plupart oui. de mes athlètes, c'est des kinés comme ça qu'ils ont eu, donc. Ton dos dans 10 ans, tu seras en fauteuil roulant. On Ouais, les c'est connaît, ça. ceux-là. Mais ouais, non, un kiné qui va vous regarder vos mobilités, c'est aussi important. Parce que là, moi, j'ai commencé avec mon kiné il y a 4 mois, où que j'avais, je pense, 3 centimètres de mobilité de cheville en plus sur la gauche par rapport à mon genou. Donc, ça crée des déséquilibres. Et en fait, bah, ça part du pied, ça monte au genou, ça monte à la hanche. Et du coup, c'est impactant sur le long terme. Et t'as Aussi, réglé ce problème de manque de dorsiflexion? oh, j'ai très bonne dorsiflexion, mais vraiment, il y en a une qui faisait ça et l'autre qui faisait ça. Donc après, en haut, ça faisait vraiment 3 degrés de différence. Mais en fait, bah, faut la pousser et il faut la rester actif. Parce que si tu ne le fais pas pendant 3 semaines, ta dorsiflexion, bah, Ah bah elle tu te revient. retrouves, bien Ouais, sûr. bien sûr. Ok, ouais. Bah, et de toute façon, ça se fait de plus en plus des bons kinés spécialisés en power en ligne. Donc, si vous n'avez pas Ouais. des kinés proches de chez vous, il y a plein de bons gars. D'ailleurs, il y en aura un bientôt que je vais inviter sur le podcast parce que c'est intéressant de parler de ça. Mais voilà, contactez des personnes compétentes. Et Voilà, c'est après, quand c'est sur place, c'est remboursé par la Sécu. Donc c'est toujours agréable d'avoir un c'est ça rendez-vous qui est par bien. semaine et que ça soit pas payant. Et que la personne t'envoie des programmes de mobilité et d'axes d'amélioration aussi qui peut aider ton coach. Ouais, alors ouais, en plus c'est ça enfin, ce qui est intéressant dans le présentiel au niveau de la kiné, ça va être les thérapies manuelles qui vont être agréables sur le moment, qui peuvent, voilà, t'as une grosse contracture, bah tu fais un trigger point et je sais pas, ça peut te soulager vraiment, et peut-être faire passer des tests, genre je sais pas, des tests neuro si t'as des irradiations ou des tests même de mobilité pour voir les choses que tu peux pas forcément mettre en place tout seul parce que t'as pas les connaissances, et ensuite partir sur un axe d'amélioration, une réhab, etc. quoi. Parce que moi, j'ai fini jeudi dernier en urgence, entre guillemets, à mon kiné. Je Ouais. savais pas ce que j'avais. J'ai vraiment, ça me tirait sur mon carré des lombes droit euh, au, au bench.
donc assez Ouais. compliqué. Et ça a du coup impacté mon terre. Donc je suis allé voir mon kiné, il a fait venir mon ostéo qui était dans le même cabinet. On a craqué un petit peu, on a fait un peu de mobilisation. Certes, le lendemain, j'étais pas super agréable sur ma technique au squat, parce que ça impactait surtout mon squat. Mais en fait, bah, depuis, j'ai plus rien et c'était vraiment il y a 10 jours. Donc la compétition là, c'est fin de semaine et j'ai zéro douleur, donc c'est vraiment cool. Ok, ok, ça marche. Moi, j'avais une petite question. Au niveau récupération, pardon, nutrition, etc. C'est quoi un petit peu, on va dire, je sais pas, ton quotidien, genre typiquement, qu'est-ce que tu mets en place en termes de récup? Est-ce que tu as une routine de lever, de coucher, une routine de marche? Au niveau nutrition, qu'est-ce que c'est un petit peu? Enfin, est-ce que tu peux me faire un petit tour d'horizon à ce niveau-là? Bah là, plus la compétition avance, plus ça s'est augmenté, on va dire. Mais j'essaye d'avoir au moins une marche, une grande marche après chaque séance soulevé terre. Comme ça fait 2 fois par semaine. Je sais que je vais encore au foot américain, ça me permet de sortir, marcher et tout. Et derrière, la nutrition, moi, ça me convient, mais je mange que 2 fois par jour. Donc, Ok, je mange pas le matin, parce que je m'entraîne pas le matin, j'en ai pas l'utilité et j'aime pas trop manger le matin. Mais ça m'a déjà arrivé, j'ai mangé le matin pendant 6 mois, ça m'a pas dérangé. Mais je mange souvent vers 13 heures. Comme ok, ça, vu que ma séance c'est à 16h30, ça me laisse le temps de digérer et d'être bien. Pendant ma séance, j'ai la maltodextrine qui est assez importante sur vraiment l'énergie de toute la séance. Et quand je rentre, je prends 1 ou 2 heures off, on va dire, de la séance pour après manger. Parce que ok. j'ai eu les soucis de je mange dès que je rentre du sport, sauf que j'ai tellement faim que en fait bah, tu manges tout et n'importe quoi. Que prendre le temps de cuisiner, etc., bah, en fait, ça t'oblige à bien manger. Ok, ça marche. Ouais, donc toi, comment dire, prendre ton entraînement, tu te supplémentes bien à ce niveau-là. Ouais, je crois que la caméra. Non, bah, pas grave, au niveau du son, on est bien. Mais ouais, ça reviendra, il y a peut-être un petit bug au niveau de la connexion. Du coup, ouais, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, du coup, je disais que à ce niveau-là, à l'entraînement, c'était ouais, maltodextrine à chaque fois pour éviter les crashs, etc. Enfin, c'est un truc qui marche bien sur toi ou alors tu pourrais faire sans? Franchement, bah en fait, peut-être que c'est infime, mais ça me met plus en confiance et meilleur sur des séances longues, type ASBD. Je savais que souvent je fatiguais dû à la caféine ou quoi après le bench. Donc franchement, ça m'aide à tenir le rythme. Et c'est un truc que je garde sur du long terme. À un moment, avec du coup ma diététicienne, c'était en plus sirop et compote pendant la séance. Mais j'ai Ouais. trouvé ça moins important que la maltodextrine. Et en fonction des moments, je prends aussi des électrolytes pour la séance. Ouais, électrolyte pour les séances assez longues. Ouais, Ok, ça marche. je Ok, suis. nickel. En termes de comment dire, en termes de calories quotidiennes, enfin, tu comptes un petit peu ou enfin c'est à peu près quoi? Je compte pas trop. Je sais que j'étais dans les 3300, 3005 en fonction d'eux. Mais comme je l'ai dit, bah, en fait, j'essaie de prendre une pause, entre guillemets, off-season par rapport à ça, hors compète nationale et inter, s'il y en a. Et derrière, en fait, bah, si compète internationale qui arrive, je prendrai vraiment le temps de tout compter et ça sera, on va dire, un plaisir de tout compter parce que là, c'est plutôt une tâche. Ouais, on est d'accord. Ok. C'est ton apport calorique, il est basé sur quoi? Apport plus lipidique ou glucidique en Ça globalité? dépend. Mais Ouais. je sais que lipidique, il y a quand même du fromage, Ouais. de l'huile un petit peu pour cuisiner, mais l'apport lipidique est surtout dû un peu au fromage. Ok. Donc si tu devais me faire un camembert de pourcentage, ça serait protéines, glucides, lipides, ça serait quoi à peu près? Je n'ai pas vraiment le pourcentage, mais on va dire que vraiment, Genre par ouais, exemple 5 50, 6. 25, 25. 50 de Ou glucides, 25 de protéines, 25 de lipides à peu près. ouais, je dirais 55, 55, 25 et le reste en lipides. Ok. Ouais, c'est marrant parce que moi je suis grave lipide perso. Bon, après, ça dépend des Le moments. carré de beurre dans le riz là, mon pote, t'inquiète. Ouais, après, je sais que je suis quelqu'un qui stocke hyper vite. Je suis quand Ah, même t'inquiète. passé de fin juin où je me suis pesé à 93. Après, il y a eu un water cut. Donc, c'est normal, mais je Ouais. suis né à 97 de poids de corps. Bah, là, actuellement, je suis à 106,5 kg. Ok, Et donc en te restreignant quand même un petit peu, genre tu pourrais manger plus.
Là, je sais que je peux manger beaucoup plus, mais je prends très, très vite du poids, donc faut doser entre la prise de gras et la prise de muscle. Donc là, je préfère en fait monter à la catégorie du dessus, pardon, pour que ça soit beaucoup plus stable et que j'ai la discipline de manger bien pour que le gras que le gras diminue et que le muscle monte, on va dire. Ok, J'aurai plus de ouais. discipline. Et puis aussi que ton corps se stabilise un peu parce que tu étais assez restreint pendant ces dernières années niveau poids et du coup, on va dire métaboliquement, il s'est pas passé des choses forcément super saines dans ton corps. Donc C'est peut-être ça. aussi que le temps à ton corps d'avoir une composition corporelle qui entre guillemets se restabilise et voilà quoi. C'est Ok. ça, ouais. C'est vraiment discipline. Je préfère que monter doucement. Vraiment, je comprends le plaisir. Que là, au moins, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, bah là, 3 mois off. Et derrière, j'aurai ma discipline pour rester au poids à l'année. Ouais, ok, ça marche. Alors, on revient sur le côté un peu programmation, mais au niveau de ta vision des assistances, on est où? Est-ce que tu travailles au niveau assistance? Est-ce que tu es très spécifique dans ta pratique? Dans ma propre pratique, je pense que les assistances font partie de 15% du focus, on va dire, pendant les séances. Ok. C'est important, surtout par rapport à mes problèmes d'épaule où le tirage est important. Mais souvent, après, c'est vraiment du renforcement spécifique par rapport à la force. Ok, donc par exemple, tu fais pas d'exercice type mass builder, juste histoire de prendre du muscle. Déjà, juste en biceps, j'ai dû avoir avec 3 semaines max avec du biceps depuis que je Ouais, fais bah de la lutte. après, tu prends le pire exemple, genre les Bien biceps, sûr, tu vois, mais mais imaginons par semaine, j'ai 3 séries triceps, j'ai un peu derrière d'épaule, j'ai du tirage en fonction de soit RDL, soit hip thrust, ok. et un petit peu d'écartés pectoraux, mais c'est assez fin et souvent derrière, soit de la préhab, soit de la réhab s'il y a eu des petites douleurs ou du gainage, etc. Est-ce que tu travailles sur un RIR au niveau des assistances? Du coup, pareil, charge imposée Ça en va imposer sur fonction les de. assistances aussi? Ça dépend. Ok. Souvent, RPE, première semaine. Ouais. Et derrière, soit charge imposée où les répétitions montent et que le poids soit reste la même, soit inversement, le poids monte et les répétitions restent la même, D'accord. ou soit RPE qui varie, ou le nombre de séries. Et donc, généralement, tu es sur un RPE assez haut, RPE 10, ou alors la méta un peu RPE 8, on fait du volume sur les assists. Ouais, plutôt volume sur les assists. En Ouais, RPE 8, je suis pas. Ça dépend après des mouvements. Si c'est vraiment du spécifique sur des zones, je peux monter un peu plus haut. Ou ouais. si, imaginons, je sais que j'ai du Jefferson curl, j'en ai eu beaucoup Ah par bah rapport à mon forcément, tu père, vas pas aller etc. chercher un RPE 10 sur ce Ouais, Jefferson. mais au final, j'ai commencé le Jefferson curl comme tout le monde en disant ouais, je vais juste prendre un poids de 20 pour me dérouler la colonne. Et du coup, 3 mois après, en fait, tu te retrouves à faire du Jefferson curl à 5 kilos qui est presque aussi haut que ton RDL, quoi. Ouais, mais tu vas pas chercher l'échec, entre guillemets, sur ce genre de mouvement. C'est plus, Non, tu vas même si tu es sur surcharger du R. dans. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une surcharge progressive, même sur du RPE 6, 7 max, bah en fait, ton corps il prend de la force et ton corps il s'habitue, donc le poids monte assez Forcément. vite. Ok, ok, ça marche. Et en tant que coach, du coup, comment tu planifies un peu tout ça? Ça dépend de l'envie de la personne et des objectifs. Sur une prise de force, ça va être surtout très spécifique. Mais il y a toujours une partie loisir où tu es obligé de faire plaisir à la personne pour qu'elle ait envie aussi d'aller s'entraîner. Il y en a beaucoup qui me disent est-ce que je peux avoir du biceps, des triceps, je vais avoir des gros bras. Sauf que le problème, c'est que bah, un bloc plus tard, bah, ils ont une prépa compète et que tu peux pas forcément intégrer ça dedans. Et du coup, faire un seul bloc avec 5 séries max de On a pas trop biceps, la même visualisation de la chose, mais bien, ça dépend après de chacun, hein, mais c'est pas, c'est ce que je me dis, c'est pas en un bloc la prise de masse, tu vas avoir oui, de oui. finir avec des gros bras. Donc quand je prends une décision avec la tête, c'est sur du long terme, même si du coup ça impacte aussi de la fatigue pendant ces prépas. Donc faut Bah, juger entre les deux. en fait, oui, c'est ça. C'est genre, forcément, si tu es du genre à, comment dire, périodiser tes assistances, tu vas vite te retrouver limité si c'est ça. Tu mets un truc pendant un bloc, ça sert pas à grand-chose. C'est Mais ça. ça dépend de ta philosophie, encore une fois. Moi, par exemple, je planifie, enfin, je périodise à l'année, enfin, je périodise pas à l'année, justement, les assistances. Pour moi, tu as une assistance, bah, tu vas garder le même format jusqu'à épuisement, en surcharge progressive, etc. Assistance
assistance très haute en intensité. Et justement, moi, ce que je vais moduler, c'est par exemple sur une phase de picking, jouer avec les assistances pour justement induire de la fatigue. Sur bien les sûr. phases de taper, jouer avec l'intensité de l'assistance pour jouer sur la phase sur compensation, tu vois. Mais encore une fois, c'est une méthode. Donc, faut juste voir l'assistance comme quelque chose soit qui aide vraiment ta surcompensation ou même comment dire, ta performance générale. Moi, je sais que les assistances, ça joue énormément dans comment dire, l'attention passive que ça peut créer pour, je sais pas, le SBD du lendemain, au niveau de la proprio, il y a énormément de choses qui se jouent, tu vois. Donc, Bien ça sûr. dépend comment tu l'utilises. Si dans ta méthodo, t'es pas forcément en mode gros muscle est égal, même si factuellement c'est ce qui se passe, mais Oui. euh, je vois ce que tu veux dire. Donc toi, tu priorises la fatigue qui va être induite par du spécifique plutôt qu'une fatigue qui va être induite par une assistance. Ouais, plutôt par rapport à ça. Après, ça dépend de chacun et de ce que la personne veut. Mais Ouais. on a tous eu notre période en tant que coach où tu as des athlètes qui veulent du power building, mais sur un seul bloc qui disent bah j'ai pas pris en muscle ou purée, ça m'a pas pris, j'ai pas pris en force. C'est assez compliqué de doser là-dessus, quoi. Moi, c'est là où il faut être pédagogue et Ouais, expliquer justement que si tu veux faire du power building, bah, en fait, c'est juste tu fais des assists un peu plus fréquemment et c'est ça. tu te la donnes pendant minimum 6 mois, quoi. Ouais, Mais c'est ça. Faut mettre plus d'importance dans les renforts. Et c'est super important quand même. et c'est super compliqué parce que généralement les powers ils se disent oui le power c'est compliqué c'est fatigant et nanana. Quand tu t'entraînes réellement avec du RIR 0 sur des assists etc tu sais aussi ce que c'est de la réelle fatigue. Bien Quand sûr. tu vois des étoiles à chaque séance après après tes mouvements généralement la phase power building elle passe très vite après ça quoi. Bien sûr. Après, je sais que moi, j'ai mis de gros assists lourds. J'ai de temps en temps quand même sur certains, mais c'est pas du tout l'axe principal sur ma pratique à moi avec Malik. Ouais et puis de toute façon tu t'entraînes un peu dans une salle où il n'y a pas énormément de matos en termes de Il y a ce qu'il faut. En fait, il y a des poulies, il y a quelques machines de tirage verticales, horizontales, il y a des barres, et ouais c'est assez générique. Il n'y aura pas la dernière chest press, c'est hammer ça. ou je sais pas quoi, etc. Mais aussi derrière, il y a des salles commerciales. Il y a une nouvelle salle commerciale sur notre ville qui permet aussi de faire des séances dans la semaine avec beaucoup plus de renforts et en fonction des Mais envies t'as de pas le chacun. droit à la magnésie. Bah, c'est dans toutes les salles commerciales maintenant. Il y en a de moins en moins qui veulent parce que en fait, les personnes ne nettoient pas leurs barres. C'est pour ça il ne Et faut pas aller dans les salles commerciales, aller dans les petites assos, donnez votre argent à ceux qui le méritent. c'est ça. Non, ouais, plus sérieusement, ok, on est sur ça à ce niveau-là. Du coup, en termes d'inspiration, je suppose que Malik, c'est une de tes premières sources d'inspiration, mais est-ce qu'il y a des athlètes, des coachs qui t'inspirent au niveau de ton travail, au niveau de tes performances, au niveau du mindset, je sais pas. En vrai, en termes d'inspiration, je n'ai presque pas, hein. Je sais que Malik, là, il a arrêté un petit peu la force pour mettre de la boxe et il revient à un gros niveau actuellement. Mais en termes d'inspiration, franchement, pas tant que ça. Je regarde beaucoup d'autres sports aussi, surtout des sports américains. Donc, je m'en sers aussi, même dans leur pratique de la prépa physique, c'est aussi important. Parce que je sais que je coach aussi en football américain en prépa physique. Mais en termes d'inspiration, je n'ai pas tant que ça, honnêtement. Ok, donc il n'y a pas un athlète, je sais pas, IPF qui, genre, tu te réfères un peu à lui, ou alors un coach qui te permet d'avoir une méthode enfin, dans laquelle tu te retrouves. Enfin, Non, j'évite de trop regarder, on va dire. Moi, je suis à la force, sachant que les trois quarts de ma journée, c'est déjà la force. Si déjà je commence à suivre des personnes en disant oh, oh, c'est trop bien, etc., Ouais, je perds mon temps, on va dire. Et que ma seule pratique, entre guillemets, je pratique pour moi. Et c'est comme ça que je le vis. Je sais que Jonathan Keko, quand même, 255 ou 252 au développé couché, c'est aberrant. ouais. Et franchement, on peut que s'en inspirer. Mais c'est souvent des petites inspirations en mode purée, il est revenu de là à là. C'est hyper inspirant, mais pas une personne en Ouais, général. ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas trop les gens qui idolâtrent un athlète Bien en sens sûr. athlétique, tu vois. Genre, après, c'est intéressant le côté regarder un petit peu dans le monde du coaching ce qui se fait parce que du coup, tu peux avoir cette pensée un peu plus en arborescence, tu vois, genre piocher à droite à gauche les choses Bien qui sûr. te parlent et en faire ton propre truc. Mais c'est vrai qu'en tant qu'athlète, après, c'est un sport qui est trop jeune aussi pour qu'on soit là en mode à idolâtrer comme si le mec c'était Messi, tu vois. Genre,
Pourtant, entre guillemets, si la personne a l'acharnement et l'envie de se travailler, on travaille limite presque tous de la même façon, enfin, Ouais, avec la c'est ça. même envie. Et que ça dépend de chacun. Chacun a son facteur Bah, chance ce de qui va, ce réussite. qui va ouais, c'est ça, c'est la facteur chance, donc le facteur morphologie, le facteur peut-être produit stupéfiant qui va Oui, faire que. Mais c'est je vais vrai être, que. je vais tirer un an WPC, je reviens et j'aurai plus rien. On les connaît aux États-Unis. Mais ça, faut pas le dire, parce que il en a perdu ses cheveux. Ah, le Je fou. vise personne. Quels sont tes objectifs, toi, à court, moyen et long terme dans le powerlifting? Bah, en tant qu'athlète, du coup, il me reste une année 2025 en junior. Il le faut absolument que je sois premier aux forces de bench, Ok, plus bench. minima, qui soit 190 pour aller au monde et ou aux Europes, en fonction de si une blessure ou même une maladie peut arriver à tout moment, donc rien de sûr d'aller au monde, mais au Bien moins sûr. l'un des deux, parce que j'ai pas pu aller aux Europes l'année dernière, sachant que le premier n'avait pas fait les minimum monde et a été envoyé aux Europes. Du coup, je l'ai eu en travers de la gorge. Mais franchement, ça, c'est l'objectif numéro un. Et derrière, j'ai des objectifs en SVD. Du coup, là, j'ai ma qualification samedi pour aller aux France 3 mouvements juniors. Et du coup, Elle est où ta j'aimerais aller qualif? là. C'est 700. Ouais, mais elle est où? C'est où la C'est à compète? Caen? C'est à Caen samedi. Ah, ok, ouais, ok. Et du coup, aller aussi aux France Open 2024. Je crois que il manque à peu près 40 de total. Mais j'en doute pas, on va dire. Ouais, ok. Oui, de toute façon, en Mais plus, toi, t'as une KT qui est, entre guillemets, un peu moins fréquentée, vu que tu rentres dans les grosses KT. Donc, c'est on va ça. dire que tu as un petit peu plus la place enfin, de te mettre sur le trône, quoi. Bah, après, je sais qu'en 93, j'étais sûr d'être premier au Only Bench. Ouais. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut recut, etc. Assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pris le choix d'aller en 105, quitte à redescendre au moins de 93 derrière en open et avoir des bons concurrents, que ce soit en SBD ou en e-bench. Ok, ça marche. Moi, j'ai un petit jeu à te proposer. Ça va être Ok. un surcoté ou pas surcoté, enfin, ou sous-coté, pardon. Je vais te dire un mot, tu me dis surcoté ou sous-coté et tu me donnes une petite explication. Ça te Ok, va? On vas-y. recommence directement avec l'ammoniac. En vrai, euh, Le- ça Il a dépend. retourné sa veste. Non, en vrai, sous-côté pour certaines personnes. Parce Vas-y, que raconte. vraiment, même si c'est que dans la tête que ça se passe, il y en a qui, ça débloquerait aussi des envies et surtout de la confiance en eux. Oublier leur cerveau qui réfléchit sous la barre, même si c'est que mental. Pour moi, sous-coté pour ces personnes-là. Mais j'en ai fait partie des personnes qui prenaient de l'ammoniac à chaque séance ou etc. Même en compétition tout le temps. Ça dépend de chacun. Et Tu t'es calmé que un peu sur ta conso ou toujours sur ma conscience, on dirait que je me suis drogué. Non, mais après, j'ai eu des blocs où j'étais RPE 10 à chaque semaine, à chaque séance, donc l'ammoniac a suivi. Mais je sais que sur ma prépa, or, sur mes foins SBD, j'ai dû en prendre, allez, deux, trois fois parce que je me retrouvais à ma cinquième série de squat et que j'en pouvais plus, j'arrivais plus à me mettre dedans et que à droite, à gauche aussi, tu as des personnes qui viennent te parler pour tes coachings. Ça me permet imaginons comme les chevaux, mettre des œillets et me concentrer sur ma barre. Ok. Bah, après, c'est la dose qui fait le poison. Faut Bien tester. sûr. Moi, ça m'a démonté la fois où j'en ai pris. Donc, moi, j'ai pas une très bonne expérience sur ça, mais forcément, tout est une question de doser et surtout, ne faites pas comme Samy, n'en prenez pas à chaque séance. Ouais, après, Ok. ça dépend. Après, oui, bien sûr. Mais je sais vraiment qu'une partie mentale, ça aide énormément et ça booste. Même si l'ammoniac est très faible et que vous en prenez un tout petit peu, je sais que ça a une part de positif dans votre mental, mais ça reste quelque chose de dangereux et à utiliser avec parcimonie. Voilà. Des très belles paroles. Les 10 heures de sommeil. Surcoté pour moi. Ok. 10 heures de sommeil, tu fais quoi de ta journée? Les journées sont beaucoup trop, enfin, trop courtes, on va dire. Moi, je suis dans les 8 heures de sommeil. Après, ça Ouais. dépend de ce qui se passe, etc. Mais 10 heures, je trouve ça trop, à part pour une personne au chômage. Euh, il faut dire les trucs, hein, mais une personne qui n'est pas au chômage, qui travaille en 35 heures, qui doit dormir 10 heures par semaine, qui veut marcher à côté de ses séances,
qui doit aller faire les courses pour manger, cuisiner, mais en fait, Mm. elle se retrouve pas à avoir le temps de prendre soin de elle, prendre aussi du temps off et s'occuper aussi de ce qu'elle a autour. Ah, surtout que je pense, quand tu dors 10 heures, c'est généralement que tu dors mal et que c'est pas des bonnes heures de sommeil, justement. Ouais, bah Je après, pense je un sais bon que moi, ratio, c'est entre 6 et 8 heures de qualité. Tu te lèves toujours à heure fixe et c'est cool. ça m'arrive vraiment de faire des nuits de 10 heures, c'est parce que je suis cramé et que mon corps est fatigué. Ouais. Mais je me réveille plus fatigué que si j'ai juste fait une bonne nuit un peu plus courte. Ouais, c'est ça, tu te réveilles, t'es un peu vaseux, quoi. C'est ça, t'as du mal à te lever du lit, tu te Mm. dis bon, faut que je me lève, faut que je travaille. Sauf que si t'avais fait une nuit courte, un peu plus courte, certes avec un réveil, mais que tu te lèves, tu vas prendre un petit truc à manger, si tu manges le matin et tu vas travailler, bah c'est top. Ok, ça marche. Les singles. Je l'ai vu passer sur TikTok, je dirais surcoté, parce que beaucoup d'athlètes veulent faire des fois 1 tout le temps, tout le temps. Oh, mes fois 1 ils sont trop légers. Oh, mes fois 1 ils sont trop légers. Je peux rajouter 5 kilos. Pour moi, c'est surcoté. C'est pas parce que tu as fait une rep et tu as pris 2,5 kg qu'à la fin de ton bloc, tu vas pouvoir suivre. Mais je trouve un petit peu surcoté quand même. Et par contre, en prépa compète, je trouve assez important pour le mindset de la personne. Mais du coup, toi qui as tendance à faire beaucoup de blocs en single, est-ce que tu trouves que ça serait peut-être pas plus judicieux, vu que tu dis que c'est surcoté, de peut-être faire tes blocs en x2, en x3? Enfin, c'est quoi ta vision là-dessus? Moi, je trouve ça surcoté sur une globalité. Après, pour moi, je me trouve différent parce que j'avais un très gros stress sur des fois 1 et que ma technique devenait n'importe quoi au fois 1. Et plus le temps avance, plus je suis meilleur limite techniquement au fois 1 que sur des séries longues Ouais, à ouais. lourd. Ok, Donc, faut doser. C'est bon, comme tout. Pareil que l'ammoniac, faut poser le pour et le contre avec chaque personne. bonne réponse. Le format SBD. Ouais, toujours compliqué, hein. Euh, Moi, je pense il est sous-coté. Parce que beaucoup de personnes qui n'ont pas de SBD, ils arrivent en compétition, ils arrivent au terrain, ils ont plus de jus. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi, hein. Justement, pour moi, la chose qui te crame en compétition, c'est le temps d'attente, c'est pas tant le format. Parce qu'en soi, le tonnage d'une compétition, il est minime Oui, comparé il est très à. minime. Mais bien sûr, après, tu as la montée, la descente, etc. Ça dépend de chacun. Mais même, je trouve que, après, même si c'est qu'un single ou qu'une série, je trouve que le SBD est assez important, même pour le plaisir de la personne. Ouais. Entre guillemets, notre sport, c'est le SBD, même si c'est une marque déposée. Dire, oh, bah, je fais pas de SBD, trop nul. C'est un peu trop dans l'esprit de chaque personne. Ouais, le nombre d'athlètes qui débutent et qui me disent ah bah coach, pourquoi j'ai pas de SBD? Ah, peut-être parce Euh, que j- tu as progressé autrement, chef, t'inquiète. oui, bien sûr, c'est pas parce que tu fais pas de SBD que tu progresses pas. C'est comme, En fait, pareil, tu fais pas de ouais, c'est fois 1, ça. tu progresses. T'es pas obligé de faire de fois 1. Alors moi, mon avis sur le SBD, c'est simple, hein. Le SBD, c'est juste un format d'entraînement qui te permet d'élever enfin ta fréquence SBD, quoi. Parce qu'en fait, moi, dans un monde idéal, si je pouvais prog tout en dissocié, je le ferais. Mais en fait, tu peux pas avoir plus de deux fois le mouvement par semaine si tu dissocies tout. Après, tu peux, je sais que on en a déjà parlé avec Malik, faire des semaines de 10 jours. C'est-à-dire que tu bloques comme si tu avais des semaines de 10 jours. Après, ça dépend de la personne, ça dépend du travail de chacun, etc. Et je sais Oui, qu'il a fait, lui, il avait coaché une personne à 2 semaines d'une compétition, il avait fait des microcycles microcycle. de 3 jours, un truc comme ça. Mais ça dépend de chacun, et de l'envie Ouais. et des possibilités. Mais dans le monde dans lequel on vit, généralement, la plupart des gens s'entraînent sur 7 jours parce que c'est le plus simple à planifier, quoi. Mais je vois ce C'est que tu ça. veux dire. Mais si vous pouvez justement skip un SBD et vous entraîner, à part si vous kiffez ça et que vous êtes fort sur ce genre de format, parce que moi, par exemple, c'est un format qui me réussit bien, bah, priorisez le fait d'arriver frais sur votre terre en le mettant au début de séance ou après un bench ternaire, quoi. Mais pas de priorité au SBD. Le sync, pour terminer. Bah, Parce que Samy est un sinker, hein, pour ceux qui ne savent pas. ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, il y a aussi les personnes qui n'ont pas l'ADEP qui vont faire du SIMC. On parle d'un sink d'homme, là. Ouais, je dirais sous le côté quand même. Je dirais Ouais, sous le côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui. Après, c'est très dur à mettre en place, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent sync. Oh, Samy, tu sync, c'est trop bien, je peux sync. Même, ouais. il y en a qui t'ont demandé, je me rappelle à l'époque, euh, c'est dur à amener un sync.
Ça fait un an, un peu plus d'un an que je fais du sync. J'ai eu 6 mois où je faisais une séance de la semaine bien en sync et le reste nul. Et plus ça monte, plus ça monte. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, j'avais 4 séances sur 5 qui étaient bien. Et au bout d'un moment, bah, je me retrouve à avoir un sync assez constant. Mais Ouais, il y a toujours des irrégularités. surtout que tu es un poids lourd et tu as un très gros pontage. Donc, Mm. mécaniquement, Ah, tu demandes à une planche à pain de te faire un signe qui va juste broyer deux côtes et il va c'est- rajouter 5 cm à sa rome qui est déjà de 1 km. on se retrouve avec du pin, hein, sinon. Ouais, du pin. C'est ça, le mec, en fait, il est tellement maigre que ça fait du pin Mais bench. oui, mais après, ça dépend de chacun. Je trouve que quand même en femme, c'est assez sous-coté, le sync. Bah ouais, non, mais il y en a, elles font de ces méta pour passer à travers la nouvelle règle, c'est ingénieux de fou, hein. Ah non, C'est mais je pour critique ça que... pas, c'est beau, hein, mais Oui, enfin, mais c'est c'est beau. pour ça que le sync est en discussion sur l'interdiction du sync. Ouais, mais il y a un Ouais, moment, ils disaient quoi? Ils disaient qu'ils allaient le interdire le sumo. sumo. Il y a un moment, Mais après, c'est comme tout, ils ont parlé du sumo, de ils la vont, à un moment, il y a un des moment, ils jambes, vont interdire les chauves parce qu'ils vont dire que les chauves sont dopés, tu vois. Enfin, faut arrêter. bien sûr. Mais bah, en fait, c'est comme dans n'importe quel sport. C'est comme si on disait au CrossFit de faire des vraies tractions. Alors qu'on leur Bah, ouais, demande c'est ça. de chest to bar, quoi. Le but, c'est juste d'amener le chest à la barre et puis voilà, quoi. Il y a on respecte les règles, que faire de plus? Ouais, c'est ça. Et puis, comment dire, c'est le cœur de tous les sports, hein. Tous les sports ont leurs propres optimisations. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, le sync, ouais, c'est une bonne réponse, ça me convient. T'avais Pour pas moi, essayé? c'est. Comment? T'avais pas essayé, toi, à un moment? Oui, non, moi c'est pas que j'ai essayé, c'est quand j'ai commencé le power, je syncais, mais pas Oui. parce que je voulais syncer, parce Pas de que tension. je perdais juste ma tension, quoi. Et un jour, j'ai compris que le soft touch, ça existait, j'ai compris tout de suite ce que c'était la tension et j'ai bien aimé, tu vois. Mais non, en vrai, c'est attrayant et tu vois, quand tu regardes quelqu'un qui sait bien sync, tu te dis, ah ouais, putain, ça a l'air incroyable, nanana. Mais en fait, quand tu te confrontes à la réalité, moi, personnellement, j'ai une athlète, là, elle a préparé les France, grosse perte comment dire, de confiance sur son bench. Vava, si tu passes par là. Du coup, elle venait dans le coaching avec l'idée d'introduire un sync. Moi, je ne la connaissais pas encore, etc. Et je me suis dit, on va jouer la carte du coach qui écoute son athlète. On est parti sur un sync. Elle a progressé de ouf, mais elle est arrivée le jour des France, du coup, après 3 mois de coaching, donc 3 petits mois en sync. Elle s'est écrasée. Et du coup, bah, elle a fait une perf de merde comparée à ce qu'elle avait déjà sorti à l'entraînement entre guillemets, avec un jour où elle se sentait bien, etc. Résultat, on est reparti sur un soft touch. Donc nous, on n'a pas perdu du temps, mais on s'est retrouvé du coup avec les problématiques du sync qui sont ultra, ultra genre compliquées à gérer en compétition. Parce que Oui. le sync, c'est pas je rebondis. Non, le sync, c'est je m'enfonce, je stabilise parce que l'arbitre, il va être bien casse-couille avec moi, et ensuite je renvoie. Ah, mais Et ça, ouais, je aux arbitres. ah Aux ouais. arbitres de Normandie qui font du 3-7 sur mon sync. Euh, En J'ai vrai, rien à dire. en vrai, ils ont raison parce que la règle, c'est la barre est stabilisée. Donc forcément, ça va être compliqué de la stabiliser en sync, quoi. Le souci sur mon sync, c'est que si je descends trop vite, ils vont dire non contrôle, je risque de prendre faute. Si Ouais. je descends pas assez vite, je vais prendre une pause longue. Pourtant, la barre, elle est stabilisée assez rapidement. Mais faut être entre les deux et il faut bah, jouer avec ça, on va dire. Là, sur la compète qui arrive, là, tu vises combien en troisième barre? Je pense qu'il faut juste faire un total et que on en a parlé un petit peu avec Malik, on va surtout s'appeler tout à l'heure ou demain, mais je pense que maximum 195 en arrière bas. Ça Ouais, sert à rien de jouer plus. c'est quand même beaucoup, hein. Faut être confiant pour mettre 195. Je suis confiant. Vu Moi, comment la descente moi, elle passe, perso, après on moi, j'aurais verra. dit 190 avec une belle claque là, ça pourrait être Oui, pas ça mal. dépend. Je pense, s'ouvrir à 82, donc PR comp plus 2,5 et derrière ajuster. Donc, quitte à faire un bond de 7,5 et un bond de 2 ou quoi, juste ajuster pour faire la plus grosse barre et le plus gros total. Ouais. En plus, qu'on se dit pas, mais le sync, il y a plein de désavantages. Enfin, imaginons, le sol il glisse, c'est foutu, le banc il Ah là glisse, là. c'est foutu. Il y a trop de désavantages à syncer, hein, en vrai. Mais en fait, il y a toujours un truc. C'est que le tapis, au bout d'un moment, bah, il glisse. Peu importe, même si tu as les dernières chaussures toutes neuves, ça glisse et tu peux pas faire autrement. Mais quand c'est pas le sol qui glisse, c'est le banc. Sauf que du coup, nous, on a les anciens bancs Palini en cuir qui, à Quelle force de les horreur. laver, sont devenus des patinoires. Du coup, ben, pour faire comme si c'était un Eleiko ou un Rogue, on se met torse nu. Mais je sais que là, actuellement, je ne peux pas bench singlet, t-shirt Manisi sur le banc de la salle. En C'est vrai, ça un truc, c'est pour je te sais dire. même pas, mais pourquoi dans votre salle vous achetez juste pas le pad et l'écho 300 balles, je crois, un truc comme ça. Non, mais il coûte pas cher. Parce que tu Ah, prends juste le.
Tu prends le pad et tu le visses sur le palini, en fait. Comme ça, tu as le pad et l'écho, mais il y a plein de gens qui font ça, hein. Parce que là, vos bench patinoires, les gars, c'est genre vraiment, C'est ça me fait horrible. flipper. Je vois des C'est récaps, horrible. j'ai un athlète qui s'entraîne souvent chez vous, là, Adrien, Baptiste? et, Ah oui, Adrien aussi. Baptiste aussi, ouais. Mais Baptiste, il a un soft touch, et Adrien, bon, il est un peu débutant dans ça. Ah, je le vois, il n'arrive pas du tout à se stabiliser. Et encore, lui, il va sur le blanc, pas sur le rouge. Ouais, bah, le rouge, en vrai, c'est le plus dur en termes d'appui, mais il glisse. Et j'ai commencé ma prépa avec t-shirt singlet, je recule de ça, sur Ouais. 177. Et ça m'arrive aussi en compétition, où la dernière compétition à Caen, c'est presque le même banc. Et du coup, bah, en fait, je glisse et je me retrouve limite hors du banc. Bah, et en plus, tu peux Donc, te prendre un rouge parce que si t'as la tête qui sort trop, l'arbitre, il peut te oui, mettre non, un. parce qu'il y a un petit peu de cheveux et du coup, ils savent pas vraiment. Mais ils te le disent et t'es obligé de te mettre un peu plus loin. Enfin, faut trouver le juste milieu. Ouais. Le sync, c'est très compliqué sur beaucoup de termes et quand c'est bien fait, t'as l'impression d'être simple. T'as juste à descendre et remonter. Non, il y a beaucoup plus de choses. Et bah, c'est un beau mot de la fin. Est-ce que pour conclure ce podcast, tu pourrais nous donner comment dire, un conseil que tu te serais donné au début de ta pratique, enfin, avant d'être pratiquant de force athlétique, quelque chose que tu aurais changé, enfin, un conseil à te donner, quoi. Je pense que le savoir vaut mieux que les équipements. Développe. Ça veut dire que la priorité quand tu commences le sport, c'est d'avoir le dernier singlet, la dernière ceinture. Tu veux telle bande de poignet parce que c'est à la mode, la genouillère, tu veux la plus petite possible. Mais si derrière tu n'arrives pas, tu ne sais pas squat, tu sais pas bench, tu ne sais pas terre, tu perds ton temps. Même juste savoir t'échauffer, c'est bien plus important que juste avoir la ceinture SVD alors que tu as des warrior gear qui font la même chose pour commencer. En gros, ce que Samy dit, il dit au lieu de mettre 600 euros dans un équipement, mettez 600 euros dans un coach qui a du savoir et qui saura vous driver et vous fera évoluer avec du betless Mais et un t-shirt Warrior Gear. Ouais. bah, juste en termes d'image, je sais que le coach de Malik, il est pas du tout coach. Il a trois ou quatre athlètes. C'est Mehdi. Mais de quoi? Mehdi. Ouais. Mais tu vois, il a un savoir énorme. Mais j'ai jamais vu avec un singlet SBD de la dernière collection. Il a toujours eu ses mêmes tenues. Mais lui, il fait ce pratique-là juste pour devenir meilleur. Et il est incroyablement fort. Ou Et sinon, t'en as faites comme d'autres. moi, soyez un gros rat et dépensez une fois dans un singlet et plus jamais vous en rachetez un. Après, Maximilien, il a acheté des genouillères, un singlet horrible. Et je crois que tu les as renvoyés. Non, 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 non. J'ai acheté des genouillères, elles sont interdites en 2026 tellement elles sont stiff et qu'elles sont horribles. J'ai acheté un singlet, je l'ai craqué la première fois que je l'ai mis. Ils m'en ont renvoyé un, pareil, je l'ai craqué. Je les ai jamais mis tous les deux. Non, non, moi je reste avec mon SBD. Je sais plus c'est quoi, c'est Fantôme? Non, Ouais, le Eclipse. tout noir. Eclipse. Ah, c'est le Ouais, c'est avec meilleur. le Eclipse et c'est bon, ça passe partout. Mais tu Mais vois, ouais. avec la prise de poids, mes singlets L sont petits. Ah Alors ouais, qu'il était limite trop, hein. mais tu les as revendus, non? Non, je les ai toujours, mais j'ai que ça. Ouais, surtout que Samy, ouais, Samy, attendez, le mec il dit ouais, achetez pas nanana. Le mec c'est le dernier des Yankees, il a acheté tous les Non, singlets. non, c'est différent. La différence, c'est que moi, j'achète et je le revends plus cher. J'avais acheté le Panda, c'était juste blanc ici, noir. Je l'ai payé 80 balles sur Vinted, je l'ai revendu 240. Ah, putain, Et je ah, l'ai porté. Mais le mec bref, est smart. non, après, moi, c'est juste des anciennes collections que j'apprécie, mais je vais pas acheter la dernière collection à chaque fois. Mais Oh, ils même, ont tu peux ressorti te un le sweat. permettre quelque part, vu que t'as un level. Moi, il y en a marre de voir des mecs. Et c'est aussi une trend en ce moment sur les réseaux de défendre ce genre de mec à dire mais non, mais si ça lui fait plaisir, chef, au pire, à la limite, tu t'achètes ton équipement, mais genre, le mec a un singlet différent à chaque séance alors que il y a un total à construire. Enfin, encore une Moi, je dis fois, une c'est une chose. boîte de mesure. La personne achète tous les derniers trucs SBD, mais n'a pas d'argent pour un coaching. Et il est s'auto-coach. Pour Généralement, moi, c'est il faut ça, ouais. faire le palier entre les deux. Derrière, si la personne a un suivi, si la personne paye un coach et se permet encore d'acheter du matos, go, pourquoi pas. Mais derrière, en fait, si la personne se trouve des excuses pour pas prendre de suivi et par contre achète le dernier truc à la mode, Bah, c'est ça. priorisez. C'est comme si tu as des graves problèmes d'élocution, tu vois, tu bégayes de fou et que tu te dis, ouais, pour pécho des meufs, je vais m'acheter le dernier costard à la mode, tu vois. Genre, je sais pas, chef, paye-toi une orthophoniste et après, t'achèteras ton costard. Mais J'ai mieux que ça. Tu es myope, t'achètes des lunettes Gucci, mais sans verre, parce que t'as pas la thune t'emmerdes. pour les verres. Oh, quelle fin de podcast incroyable. Non, bah, je pense qu'on a fait le tour du coup.
Bon les gars, du coup, si ce podcast vous a plu, comme d'hab, on s'abonne, on like, on partage, et bref, on fait tout ce qui est imaginable sur un podcast. Alors Samy, je vais mettre ses infos en description, je vais mettre son Insta. Link in the Envoyez-lui un bio. petit message si vous avez, je sais pas, envie de parler de ce podcast avec lui, ou même si vous avez envie de discuter d'une potentielle collaboration, hein, ça me fera plaisir. Donc, vous lui envoyez un petit message de ma part. Samy, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour Bah, conclure je ce vais podcast? te remercier du coup pour l'invitation, c'était cool. On a Avec beaucoup plaisir. discuté et au plaisir de refaire ça sur d'autres thèmes et ça va être vraiment sympa. Et du coup, rendez-vous à quand samedi, hein. Ouais, du coup, c'est samedi à Caen. C'est quoi l'adresse pour ceux qui C'est veulent venir? 44 rue Le Clos Rouge, enfin Force Athlétique Cannaise à Caen. C'est Ok. début 14h. Bah écoutez, les Normands, déplacez-vous. Je sais qu'à Caen, l'ambiance est vraiment pas mal. Le setup est pas mal. Il y a des chaises, il y a tout. En plus, c'est une petite salle, donc c'est une ambiance en Buvette, mode, on est, ouais, il y a une petite buvette. il y a Les ce qu'il mamies, faut. elles régalent. Il y a... Donc rendez-vous à Caen pour soutenir Samy et les autres copains. Ciao l'équipe. Salut!